Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que je voulais faire quelques précisions. Parfois, c'est important de le faire parce que depuis un certain moment, il y a une des vidéos que j'avais faites, d'ailleurs qui m'a conduite en prison, que les gens ont récupéré, notamment les menteurs d'alerte, et qui sont en train de reposter sur leur page Facebook. Évidemment, ils savent que quand il s'agit des bidjans, ils vont faire plus de vues que ce qu'ils ont l'habitude de faire. D'ailleurs, vous avez vu sur leur page, c'est ma vidéo qui récolte le plus grand nombre de vues. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que cette vidéo est vraie? Est-ce que c'est pas l'intelligence artificielle? Alors, je réponds de manière péremptoire à votre question. Cette vidéo est bel et bien vraie. Elle est bel et bien de moi. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette vidéo que je suis allé en prison, que j'ai fait 6 mois de ma vie en prison parce que j'ai fait cette vidéo en toute naïveté. Je préfère le dire. Moi, j'assume tout ce que je fais. Et c'est plus tard que j'ai compris que j'ai fait cette vidéo en toute naïveté. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et c'est la première fois que je parle de ça. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle je dénonçais le fait que les gens étaient beaucoup plus embarqués dans une histoire que Zumantro avait entraîné tout le peuple camerounais, notamment l'histoire Bobda, que vous connaissez très bien. Et les gens étaient tellement acharnés, concentrés là-dessus, qu'ils avaient oublié qu'il y avait des choses importantes de notre nation qui se passaient à côté. Notamment, c'était l'augmentation du prix du litre du carburant à la pompe. Et j'avais fait une vidéo pour dire que mais pendant que vous êtes concentré sur une affaire montée de toutes pièces par un menteur d'alerte, je suis l'un des rares à avoir dénoncé ce monsieur que c'était un menteur d'alerte. Les gens ne m'avaient pas écouté, ils étaient tous concentrés dans l'affaire Bobda, qui pour moi était montée de toutes pièces, et je leur disais la même énergie que vous déployez pour Bobda, il fallait aussi au moins faire pour qu'on empêche l'augmentation du prix du litre du carburant. Mais c'était sans toutefois savoir ce que mes paroles allaient avoir comme conséquence, comme répercussion. Et donc, pendant que je suis en mission à Douala, j'apprends que je suis recherché à Yaoundé, notamment au service central de recherche de la gendarmerie nationale. Je fais ma petite enquête et je me rends compte qu'effectivement, j'étais recherché. Contrairement à ce que ces menteurs d'alerte ont propagé sur les réseaux sociaux, là je veux parler de Paul Chouta, qui avait annoncé que j'avais été arrêté et rattrapé à Bafoussam. Je ne sais pas rattraper à Bafoussam quand je veux fuir le pays. Je suis à Yaoundé. Si je veux fuir le pays, c'est à Bafoussam que je vais partir pour me retrouver où? Quand on va à Bafoussam, c'est pour aller où? Je crois que c'est pour aller dans la partie anglophone du Cameroun. Donc, je n'ai jamais fui. J'étais à Douala. Je suis revenu à Yaoundé de mon propre gré. J'avais un visa Schengen qui était valable à l'époque, 1 an. Donc, je pouvais fuir. J'avais toutes les possibilités de fuir le pays. J'avais un billet open. Je pouvais fuir quand je voulais, mais j'ai décidé de venir répondre de mes actes une fois que j'ai été informé que j'étais recherché. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit voilà, c'est avéré, je vais rentrer et tu vas m'accompagner au CED. Et mon épouse m'a accompagné au CED. Nous sommes arrivés au CED. Je me rappelle, ce matin, lorsque nous arrivions au CED, on a trouvé des éléments qui étaient chargés de venir surveiller mes bureaux, mon domicile et autres si je revenais et qu'ils m'arrêtent, étaient en train de se préparer pour descendre sur le terrain. Ils étaient surpris de me voir, me disent que mais Bruno, comment nous on vient vers toi pour te chercher, toi tu nous retrouves ici. J'ai dit non, j'ai été informé que je suis recherché, je suis venu pour que vous me dites ce pourquoi je suis recherché, puisque je n'avais absolument rien à me reprocher. C'est ainsi qu'on me dit que je suis recherché pour être susceptible d'être poursuivi pour rébellion, incitation à la révolution, propagation de fausses nouvelles. J'étais entendu sur ces 3 motifs. J'ai passé combien de temps? J'ai passé 3 semaines et demie en garde à vue au service central de recherche. Ces événements se déroulent pendant que mon épouse est enceinte. Quand j'avais fait la vidéo, cette vidéo avait tellement fait le tour, les lanceurs d'alerte
à l'époque, je les appelais lanceurs d'alerte avant que je ne découvre qui ils étaient réellement, avaient reposté cette vidéo partout. Les activistes de la base avaient reposté cette vidéo partout parce que ce que je disais les arrangeait. Et c'était d'autant plus important pour eux que, étant un soutien du régime, le fait que je critique le régime était une bonne affaire pour eux. Donc, ils ont récupéré cette vidéo-là et ils ont commencé à la ventiler un peu de partout. Et contrairement à ce que les gens pensent, moi j'ai toujours soutenu le régime. J'ai toujours soutenu le régime. Et ça, je l'ai toujours assumé. Moi, j'ai toujours soutenu le régime. Je l'ai toujours assumé. Mais à un moment, je me suis dit, de ma posture de journaliste, je pouvais tenir des propos pour critiquer un certain nombre de choses qui se déroulaient autour de nous, mais ce n'était sans savoir quelles étaient les conséquences. Et donc, je suis placé en détention provisoire à la prison principale de Yaoundé-Konangui 3 semaines et demie plus tard. Et pendant cette période, d'abord de ma garde à vue, j'ai perdu au moins 95% de mes amis. Au moins 95% de mes amis. Je les ai perdus. Tout le monde me fuyait. Hey, Bruno est poursuivi pour propagation de fausses nouvelles, incitation à la révolution, rébellion. Si moi je vais voir Bruno en cellule, si je vais lui rendre visite, on va croire que je suis complice et donc moi aussi on peut m'arrêter. Tout le monde, la plupart de mes amis m'ont tourné le dos. Si je n'avais pas une famille, si je n'avais pas une épouse, si je n'avais pas une épouse forte, malgré qu'elle était enceinte à terme, je suis sûr que j'aurais craqué parce que je me suis retrouvé presque seul. 2 ou 3, 4 grands frères sont restés là de manière permanente pour souvent m'envoyer des messages quand j'étais en garde à vue au 7. Là-bas, tu n'as pas de téléphone, tu n'es en contact qu'avec ton épouse. Donc, on n'accepte pas trop de mouvements là-bas. Donc, tu ne peux pas discuter avec les gens ne peuvent pas venir te voir n'importe comment. Attention, tu es poursuivi pour des faits qui sont susceptibles d'embraser toute une nation. Attention. Donc, je me suis retrouvé seul. Ceux qui publiaient la vidéo, qui me félicitaient vraiment, tu es la voix des sans-voix, c'est toi le peuple, tu portes la voix du peuple, vraiment, on te félicite, on t'encourage, ont disparu. C'était les mêmes qui ont commencé à dire que Bidjang, comme il croyait qu'il était protégé par le régime, voilà ce régime-là qui s'est retourné. Il a oublié que le régime mange ses propres enfants. Si le régime a pu manger tel, combien de fois lui, il se croyait tout permis, croyait qu'il pouvait tout dire comme il voulait. Voilà les enfants qui ne sont pas sages, ils mangent avec le régime comme ils ont dit, alors que derrière, il veut critiquer le régime qui paye les conséquences. Vraiment, abat Bidjang, abattez-le, guillotiner. Les tests que les gens n'ont pas dit sur moi, quand ils ont appris qu'on m'a arrêté, ils se sont délectés. D'autres ont ouvert les champagnes chez eux, tout simplement parce qu'ils ont appris que on m'a arrêté. J'ai vécu ça, je suis mieux placé pour parler à mes petits frères. Moi, je veux parler à mes petits frères qui sont en train de se perdre aujourd'hui dans la manipulation de monsieur Issa Chiroma Bakary. Ils ne savent pas ce qui les attend. Si jamais ils posent des actes d'hostilité contre la patrie, ils ne savent pas ce qui les attend. Moi, quand j'ai été en prison, j'ai été abandonné, je vous ai dit ça, je ne veux pas revenir sur les détails parce que ce sont des faits. J'ai compris ce que c'est que la vie. J'ai été abandonné, je dis bien par 95% de mes amis, des gens qui venaient vers moi, qui parfois avaient besoin d'un service. Moi, je n'ai rien, je ne suis rien. Mais ces gens-là, j'ai vu leur véritable visage. Il n'y avait personne, il n'y avait que mon épouse qui venait là, matin, midi, soir, avec un gros ventre. Parce que mon fils est né, mon dernier fils est né, je ne l'ai même pas vu. Je l'ai vu quand je suis sorti de prison. En prison, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui étaient poursuivis pour des motifs de terrorisme, hostilité contre la patrie, rébellion, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme dans le cadre du Nozo et de Boko Haram à l'extrême nord. J'ai eu la chance d'être avec eux dans la même prison. Parfois, on a partagé la même cellule, les généraux ambazoniens et autres. Et j'ai souvent eu la chance de discuter avec eux. Et parfois, au profond de nos discussions, j'ai vu des pères de famille qui pleuraient, qui regrettaient les actes qu'ils ont posés. Parce qu'il y en a qui ont eu des condamnations à vie. Il y en a qui ont eu 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et ils ont vu qu'ils ont tout perdu de leur vie à cause d'une bêtise parce que quelqu'un a dit, allez faire ceci, ils sont allés faire.
Moi, j'ai vu ça. J'ai discuté avec eux. Donc, j'ai vu ces pères de famille qui regrettaient les actes qu'ils ont posés, qui se demandaient pourquoi est-ce qu'ils ont posé de tels actes, parce qu'ils ne mesuraient pas les conséquences que leurs actes allaient avoir plus tard. Et pendant qu'ils regrettaient, ils ont été abandonnés totalement par leur famille, par leurs proches. Il y en a qui avaient des femmes, des enfants, qui ont vu leurs femmes partir, leurs enfants partir, parce que quand tu es en prison, tu n'es pas productif, tu ne produis rien du tout en prison. Sauf ceux qui parviennent à avoir des petits commerces, mais les petits commerces même que tu fais te permettent tout simplement de pouvoir vivre là, en prison. Donc, quand tu es en prison, si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas continuer à nourrir ta famille, à envoyer tes enfants à l'école. Et quand ta femme va voir que tu ne lui donnes plus rien, elle va aller ailleurs. Quand tes enfants vont voir que même si tu es leur père, rares sont les enfants qui continuent de suivre leur père. Et surtout lorsque tu es poursuivi pour des motifs de terrorisme, pour des motifs d'incitation à la révolution, de rébellion, d'hostilité contre la patrie. Quand tu as une condamnation à vie, quand tu as une condamnation à mort, quand tu as une condamnation à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison, tu crois que qui va encore croire en ton gros saura que c'est fini, tu vas mourir là-bas. Donc, il faut faire très attention. Les hommes politiques qui vous utilisent, mes chers petits frères, pour atteindre leurs objectifs, parce qu'ils sont allés prendre l'argent quelque part. Parce qu'ils ont allé prendre l'argent quelque part. Ils ont allé faire des promesses quelque part. Et qu'ils ont besoin de justifier cet argent-là et viennent vous utiliser en vous donnant les 5 000 pour vous demander d'aller marcher, d'aller faire ceci. Le jour que vous serez arrêté, ces hommes politiques ne seront plus là. Ils ne penseront même plus à vous. Parce que pendant qu'ils vous envoient dans la rue, ils ont pris le soin d'envoyer leurs propres enfants à l'étranger, hors du Cameroun. Ils suivent de bonnes études là-bas. Ils sont prédestinés à un brillant avenir, à un bel avenir là-bas. Pendant ce temps, ils sont dans leur domicile. Ils vous utilisent. Ils vous demandent d'aller dans la rue. C'est cette erreur que moi j'avais commise. Personne ne m'a envoyé faire quoi que ce soit. Mais c'est quand j'ai été arrêté que j'ai mesuré l'impact ou la portée ou l'incidence des propos que j'ai tenus et ce que cela, parce que la loi te permet toi-même, en fonction des motifs pour lesquels tu es poursuivi, de savoir quelle est la peine qui t'est réservée. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis placé en détention provisoire, on m'a enlevé 2 motifs parce que je me suis battu pour expliquer, pour démontrer que ce que j'ai dit n'avait pas pour but de faire cela, mais sauf que tu es pris en flagrant, on appelle ça flagrant, c'est la flagrance. Tu es pris en flagrant délit. Tu ne peux pas discuter, on prend ta vidéo, on te la plaque devant toi, on dit n'est-ce pas c'est toi ici, c'est toi qui disais ceci. Si tu allais marcher, on t'a arrêté là, parce qu'il y a des caméras partout. On te prend, on te dit, n'est-ce pas, c'est toi, c'est ta tête ici, tu marchais, tu disais que tu t'es attaqué aux forces de maintien de l'ordre, tu t'es attaqué à la patrie, n'est-ce pas, c'est toi, tu es pris, tu n'as plus rien à dire là, tu ne peux que plaider coupable. Parce que même n'importe quel débat que tu vas engager, tu auras même beau engager les meilleurs avocats du monde. Mais les faits sont là et tu seras condamné. Donc, mes chers petits frères, faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention aux personnes qui viennent vous dire qu'ils vont changer le monde d'un coup de baguette magique. Le président Paul Biya l'a dit à Marois. Ces personnes qui viennent vous tenir de beaux discours. Personne ne peut rien changer en un laps de temps dans un pays normal. Personne. Regardez seulement au Sénégal. Les gens croyaient que quand les jeunes allaient arriver au pouvoir, avec Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le Sénégal allait... c'est vrai qu'ils font des efforts, mais il y a toujours le taux de chômage. Il y a toujours les gens qui continuent de les critiquer. Il y en a même qui préfèrent quand Macky Sall était là. Donc faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites. Parce qu'au moment où vous allez payer les conséquences de ça, vous serez tout seul. Je vous dis que moi, j'ai perdu au moins 95% de mes amis quand j'étais en prison. Personne ne voulait même savoir que on a eu un lien un jour, parce que tout le monde avait peur que vous voyez les motifs pour lesquels Bidjan est poursuivi. Si on apprend qu'il discute avec nous, il échange avec nous. Personne. C'est mon épouse qui était à terme.
qui venaient là matin, midi, soir pour m'apporter à manger, pour me donner du réconfort. C'est peut-être 2 ou 3 grands frères qui sont restés là. Si je n'avais pas eu mon patron en prison qui m'a accueilli, qui m'a ménagé pendant toute ma période, mais je pouvais me suicider. Et donc, quand tu es face à ce type de situation et que tu rencontres des gens là-bas en prison, des pères de famille, des ceci, moi je vous ai dit, où j'étais avec des généraux ambazoniens, j'étais avec des gens qui étaient poursuivis pour terrorisme et autres. Mais à un moment, lorsqu'on discutait au profond de leur discussion, les gens te disent que Bruno, si on me redonnait une chance, je ne ferai plus jamais ceci. Je ne pourrai plus jamais faire cela. Parce que c'est maintenant que je comprends que ce que je faisais était très mauvais. Si un jour on me donne la chance, je ne peux plus jamais faire ceci. Je ne peux plus jamais faire cela. Quand vous voyez des gens de ce niveau qui regrettent les actes qu'ils ont posés, vous n'avez rien. Vous ne pouvez même pas vous en sortir en prison. Parce que pour t'en sortir en prison, il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu seras l'objet sexuel de certains grands frères qui ont des condamnations à vie et qui voient des jeunes qui arrivent là comme des objets sexuels. C'est-à-dire, ils savent que tu n'as rien, tu ne peux pas manger, tu n'as où dormir, tu n'as nulle part, tu n'as personne. Ils vont donc t'utiliser comme un objet sexuel contre un plat de nourriture le soir pour espérer, parce que même la ration alimentaire qu'on donne là-bas, c'est pas tout le monde qui la reçoit. C'est pas tout le monde qui la reçoit. Donc, ils vont t'utiliser comme un objet sexuel juste pour avoir de quoi manger le soir. Et tu vas voir la liberté que tu avais. Tu vas voir que personne ne t'a rien demandé. On t'a dit non, on va faire ceci. Et puis, quand je serai président, tu es allé suivre le mouvement, comme vous savez très bien le dire. Et moi, pour mon cas, les gens qui se sont moqués de moi hier, qui ont commencé à dire que Abidjan croyait que comme il mangeait déjà avec le régime, il pouvait tout se permettre. Voilà, on l'a arrêté. Il doit aller en prison. Abattez-le, fusillez-le, guillotinez-le. Que quand je ressors de là, que Dieu me donne une deuxième chance de me rattraper, que je me mette de leur côté. Pourquoi Paul Chouta, Valsero sont venus en Europe, se sont exilés une fois qu'ils sont sortis de prison, parce qu'ils ne veulent plus rentrer en prison, parce qu'ils savent ce qui se passe là-bas. Ils connaissent la vie de la prison, ils ne veulent plus rentrer là-bas. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez la même chance? Vous n'aurez pas la même chance. Est-ce que vous avez les mêmes moyens? Est-ce que vous avez les mêmes soutiens? Personne ne vous connaît, vous n'avez personne. Et vous décidez d'aller sacrifier vos vies, votre avenir. Parce qu'il y a un homme qui est assis, qui se la coule douce, qui tourne avec ses alcoolites, qui ont reçu des financements, et qui vous demande d'aller dans la rue, et vous aussi vous partez dans la rue pour aller revendiquer une victoire. Quand l'État va sortir ce qu'on appelle le monopole de la contrainte légitime, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est plus la blague. Parce que pour le moment là, vous croyez que c'est la blague. Pour le moment là, parce que vous voyez les forces de maintien de l'ordre dans leur professionnalisme qui encadre vos marches et ainsi de suite, vous croyez que c'est la blague. Le jour que ça va dégénérer, on va tous vous ramasser et on va vous amener au tribunal militaire. C'est là que quand tu vas te retrouver devant un colonel, on te dit pourquoi tu as fait ci, on te pose que tu es incapable de parler. C'est là que tu sauras que ça a cuit cette fois-ci. C'est là que tu vas commencer à dire, si j'avais su, je n'allais pas faire. Tu commences à pleurer, que je regrette, vraiment, je m'excuse, j'étais naïf. Il n'y a pas de naïf quand tu descends dans la rue pour aller s'aimer le désordre. Il n'y a pas de naïveté là-dedans. Et moi, j'ai été naïf et je ne vous conseille pas de suivre mon exemple. Parce que pour cet acte-là, pour cette vidéo, j'ai été un mauvais exemple. Et je l'ai compris, j'ai été un mauvais exemple. Donc, je vous invite à vous ranger du côté de la paix, de la cohésion, de la stabilité de notre pays. C'est très important. Ce que M. Biya a fait pour ce pays, c'est plus tard. Peut-être que vous ne le ressentez pas aujourd'hui, c'est plus tard que vous le comprendrez. C'est plus tard. Et nous sommes là, désormais, aujourd'hui, pour vous dire, voici le chemin. Si vous voulez, vous nous écoutez. Si vous voulez, vous ne nous écoutez pas. Et je vous dis encore que je suis mieux placé pour vous parler de la prison. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous faire comprendre et pour que vous sachiez ce qui vous attend. Et que quand ça va arriver, vous serez seul. Vous ne serez avec personne. Tous ceux qui vous envoient faire du désordre là ne seront plus avec vous. Ils seront avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs épouses. Tranquillement en train de se la couler douce pendant que vous serez seul. La nuit, en suivant le son hors de la prison, vous vous dites qu'en ce moment, les gens sont en train de s'amuser.
alors que vous ne pouvez même pas vous amuser, c'est là que vous allez commencer à comprendre ce que signifie l'heure. Merci.